L'histoire d'Olaf Jansen. Mon nom est Olaf Jansen. Je suis un Norvégien, bien que je sois né dans la petite ville russe de Marienlyst, sur la côte orientale du golfe de Bothnia, le bras du nord de la mer Baltique. Mes parents étaient en croisière de pêche dans le golfe de Bothnia et ont habité cette ville russe d'Uleåborg au moment de ma naissance, le 27 octobre 1811. Mon père, Jens Jansen, est né à Rodvig sur la côte scandinave, près des îles Lofoten, mais après son mariage installa sa maison à Stockholm, parce que ma mère et sa famille y résidaient. Quand j'ai atteint mes 7 ans, j'ai commencé à accompagner mon père lors de ses tournées de pêche le long de la côte scandinave. Très jeune, je fis montre de mon aptitude pour des livres et à l'âge de 9 ans, j'ai été placé à une école privée à Stockholm, où je demeurai jusqu'à l'âge de 14 ans. Ensuite j'ai suivi mon père régulièrement dans toutes ses tournées de pêche. Mon père mesurait bien 6 pieds 3 de haut, voisin de 1,90 m, et pesait plus de 15 stones, voisin de 95 kg, un typique scandinave bon teint ayant une vie des plus rudes et capable de plus d'endurance, à ma plus grande connaissance, qu'aucun autre homme. Il possédait la douceur d'une femme pour les petites choses de la vie et cependant sa détermination et sa volonté étaient indescriptibles. Sa volonté n'admettait aucune défaite. J'avais 19 ans quand nous avons entrepris ce qui s'est avéré être notre dernier voyage en tant que pêcheur et qui a abouti à l'histoire étrange qui devra être révélée au monde, mais pas avant que je sois arrivé à la fin de mon pèlerinage terrestre. Je n'ose pas permettre que les faits que je connais soient publiés de mon vivant par crainte que je subisse davantage d'humiliation, d'emprisonnement et de souffrance. Tout d'abord, j'ai été mis dans des fers par le capitaine du navire baleinier qui m'a sauvé, pour la seule raison que je lui avais parlé des merveilleuses découvertes faites par mon père et moi-même. Mais j'étais loin d'être arrivé à la fin de mes tortures. Après 4 ans et 8 mois d'absence, j'ai atteint Stockholm, pour constater seulement que ma mère était morte l'année précédente et que la propriété avait été laissée par mes parents à la famille de ma mère, mais elle m'a été immédiatement restituée. Tout aurait pu bien continuer ainsi, si j'avais effacé de ma mémoire l'histoire de notre aventure et de la mort épouvantable de mon père. Finalement, un jour j'ai raconté l'histoire en détail à mon oncle, Gustaf Osterlind, un homme ayant de considérables biens et que je l'ai pressé d'organiser une expédition pour moi afin de réaliser un autre voyage vers la terre étrange. D'abord j'ai pensé qu'il favorisait mon projet. Il semblait intéressé et m'a invité à me présenter devant certains fonctionnaires et à leur expliquer, comme je l'avais fait pour lui, l'histoire de nos voyages et de nos découvertes. Imaginez ma déception et mon horreur quand, sur la conclusion de mon récit, certains papiers ont été signés par mon oncle, et sans avertissement, je me suis trouvé arrêté et, bien vite sous l'effet d'un lugubre et épouvantable emprisonnement dans un asile de fous, où je suis resté pendant 28 ans, années de longues et ennuyeuses, et affreuses souffrances. Je n'ai jamais cessé d'affirmer que j'étais sain d'esprit et de protester contre l'injustice de mon emprisonnement. Finalement, le 17 octobre 1862, je fus libéré. Mon oncle était mort et les amis de ma jeunesse étaient maintenant des étrangers. En effet, un homme de plus de 50 ans, dont la seule information que l'on connaisse de lui concerne un fou, n'a aucun ami. Je fus embarrassé pour savoir comment gagner ma vie, mais instinctivement, je me tournai vers le port où les nombreuses barques de pêche étaient ancrées et dans l'espace d'une semaine, je m'embarquai avec un pêcheur par le nom d'Jan Hansen, qui commençait une longue croisière de pêche aux îles Lofoten. À ce moment-là, mes précédentes années où j'avais tant bourlingué, m'ont été d'un très grand avantage, spécialement pour affirmer mon utilité. Ce ne fut pas seulement le commencement d'autres voyages, mais par une frugale économie, je fus en quelques années, capable de posséder mon propre bateau de pêche. Pendant 27 ans, par la suite, j'ai parcouru la mer comme pêcheur, pendant 5 ans travaillant pour d'autres et les 22 années dernières pour moi. Pendant toutes ces années, j'étudiai avec diligence un maximum de livres, aussi bien qu'un dur ouvrier à mon affaire, mais j'ai pris grand soin de ne mentionner à personne l'histoire concernant les découvertes faites par mon père et moi-même. Même à ce dernier jour, j'aurais peur de savoir que quelqu'un n'ait pu voir ou connaître les choses que je suis en train d'écrire, et les notes et cartes que je garde par-devers moi.
quand mes jours sur la terre seront terminés, je laisserai des cartes et notes qui éclaireront, j'espère, utilement l'humanité. Le souvenir de mon long emprisonnement avec des maniaques, et toute l'angoisse horrible et les souffrances subies sont trop vives pour donner une autre chance à une arrestation. En 1889, j'ai vendu mes barques de pêche et j'ai constaté que j'avais accumulé une fortune tout à fait suffisante pour m'entretenir le reste de ma vie. Je suis alors venu en Amérique. Pendant une douzaine d'années, mon habitation fut dans l'Illinois, près de Batavia, où j'ai réuni la plupart des livres de ma présente bibliothèque, quoique j'y aille apporter beaucoup de volumes de choix de Stockholm. Plus tard, je suis venu à Los Angeles, arrivant ici le 4 mars 1901. Je me rappelle bien la date car c'était le deuxième jour d'inauguration du président McKinley. J'ai acheté cette humble demeure, et ici dans l'intimité de mon propre domicile, abrité par ma propre vigne et mes figuiers et avec mes livres autour de moi, j'ai entrepris de faire des cartes et les dessins des nouveaux pays que nous avions découverts et aussi d'écrire l'histoire en détail du temps où mon père et moi avions quitté Stockholm jusqu'à l'événement tragique qui nous a séparés dans l'océan Antarctique. Je me rappelle bien que nous avons quitté Stockholm dans notre sloop de pêche le troisième jour en avril 1829 et avons navigué au sud, laissant l'île de Gotland à gauche et l'île Élan à droite. Quelques jours plus tard nous avons doublé le point de Sandomar et avons emprunté le détroit qui sépare le Danemark de la côte scandinave. En temps voulu nous avons fait escale dans la ville de Kristiansand, où nous nous sommes reposés 2 jours et ensuite nous sommes repartis le long de la côte scandinave vers l'ouest, en nous dirigeant vers les îles Lofoten. Mon père était d'esprit très gai, en raison des excellents et satisfaisants bénéfices qu'il avait obtenus de notre dernière pêche qu'il avait commercialisée à Stockholm, au lieu de la vendre dans une des villes de marins le long de la côte scandinave. Il a été particulièrement heureux avec la vente de quelques défenses d'ivoire qu'il avait trouvées sur la côte d'ouest de la terre de France Joseph pendant une de ses croisières du Nord l'année précédente et il a exprimé l'espoir que cette fois nous pourrions de nouveau être assez chanceux de charger notre petit sloop de pêche d'ivoire, au lieu de morues, harengs, maquereaux et saumons. Nous fîmes escale à Hammerfest, qui est à 71° 40 de latitude nord, pour nous reposer quelques jours. Nous y sommes restés une semaine, et nous fîmes des provisions supplémentaires et avec plusieurs tonneaux d'eau potable et nous avons ensuite navigué vers le Spitzberg. Pendant les quelques premiers jours, nous avions une mer libre et un vent favorable et ensuite nous avons rencontré beaucoup de glace et beaucoup d'icebergs. Un navire aussi large que notre petit sloop de pêche ne pouvait pas probablement trouver sa route parmi le labyrinthe d'icebergs ou se serrer dans les canaux à peine ouverts. Ces montagnes d'icebergs se présentaient en une succession infinie de palais de cristal, de cathédrales massives et des chaînes de montagnes fantastiques, sinistres et pareilles à des sentinelles, immobiles comme quelques falaises imposantes en roches solidifiées, se dressant silencieux comme un sphinx, et résistant aux vagues agitées d'une mer mouvementée. Après avoir échappé de justesse à de nombreux accidents, nous sommes parvenus au Spitzberg, le 23e jour de juin et nous avons jeté l'ancre à la baie Wijade pendant un court temps, où nous avons eu la main très heureuse pour notre pêche. Nous avons alors levé l'ancre et avons traversé le détroit Inlopen et navigué le long de la côte de la terre du Nord-Est. Un vent fort nous a abordés venant du sud-ouest et mon père dit que nous ferions mieux d'en profiter et d'essayer d'atteindre la terre de France Joseph, où, l'année précédente il avait, par accident, trouvé les défenses d'ivoire qui lui avaient rapporté un si bon prix à Stockholm. Jamais, auparavant ou depuis, je n'avais vu tant d'oiseaux de mer, ils étaient si nombreux qu'ils cachaient les rochers du littoral et qu'ils obscurcissaient le ciel. Pendant plusieurs jours nous avons navigué le long de la côte rocheuse de la terre de France Joseph. Finalement, un vent favorable nous a poussés vers la côte ouest et, après avoir navigué à la voile 24 heures, nous sommes arrivés à un magnifique petit bras de mer. On aurait pu à peine croire que c'était là, la lointaine terre du Nord. L'endroit était vert avec une croissante végétation et bien que la zone ne représentait pas plus qu'1 ou 2 acres, l'air était cependant chaud et tranquille. Ce point aurait été le lieu où l'influence du Gulf Stream se fait le plus profondément sentir.
Sir John Barrow Barth, dans son ouvrage intitulé Découvertes et recherches de voyage dans les régions arctiques, dit à la page 57, la douceur de la température sur la côte occidentale du Spitzberg est devenue atténuée ou ne présente aucune sensation de froid, bien que le thermomètre puisse être seulement de quelques degrés au-dessus du point de congélation. L'effet brillant et vif d'un jour clair, quand le soleil brille plus avant au travers d'un ciel pur, d'une teinte azurée, est si intense que l'on n'y trouve aucun parallèle même dans le célèbre ciel italien. Sur la côte est, il y avait de nombreux icebergs, bien que l'on soit ici dans une eau libre. Loin vers l'ouest, cependant, on voyait des blocs de glace et toujours plus au loin, vers l'ouest apparaissaient en forme de chaînes de basses collines de glace. Devant nous et directement au nord, s'étendait une mer libre. Le capitaine Kane, à la page 299, citant le journal de Morton, le 26 décembre, dit « Aussi loin que je pourrais le voir, les passages ouverts étaient larges au moins de 15 milles, avec parfois des miettes de glace les séparant. Mais c'était partout de la petite glace qui vient soit de l'espace libre au nord ou soit de la glace qui s'effrite et coule pour disparaître totalement plus avant vers le nord. » Mon père était un ardent adepte d'Odin et Thor et me disait fréquemment qu'il était des dieux qui sont venus de loin au-delà du vent du nord. Mon père expliquait que selon une tradition, qui dit qu'il existait alors plus au loin vers le nord, une terre plus belle que tout ce qu'aurait jamais connu tout mortel et qui est habitée par le peuple élu. Nous trouvons la chose suivante dans Mythologie allemande page 778, sous la plume Jacob Grimm. Alors les fils de Bor construisirent au milieu de l'univers la ville appelée Asgard, où demeurent les dieux et leurs semblables, et de ce lieu, ils mirent au point tant de choses merveilleuses et sur la terre et dans les cieux au-dessus. Il y a dans cette ville une place appelée Litzgjalf, et quand Odin est assis là sur son trône élevé, il veille sur le monde entier et discerne toutes les actions humaines. Ma jeune imagination a été stimulée par l'ardeur, le zèle et la ferveur religieuse de mon bon père et je me suis exclamé. Pourquoi ne pas naviguer vers cette terre gracieuse? Le ciel est juste, le vent favorable et la mer ouverte. Même maintenant, je peux voir l'expression de surprise agréable de sa mine, quand il s'est tourné vers moi et m'a demandé, « Mon fils, désires-tu aller et explorer avec moi l'au-delà où l'homme ne s'est jamais aventuré ?» J'ai répondu affirmativement. « Très bien, » répondit-il. « Qu'Odin nous protège. » Et, ajustant rapidement les voiles, il a jeté un coup d'œil à notre boussole, a tourné la proue droit dans la direction du nord et à travers une voie libre, notre voyage commença. À l'écrit, à la page 288, le 23 janvier, deux Esquimaux, accompagnés par deux marins, sont allés au cap Lupton. Ils ont annoncé avoir rencontré une mer d'eau libre qui s'étendait aussi loin que l'œil pouvait scruter. Le soleil était bas sur l'horizon, comme il pouvait l'être encore en ce tout début de l'été. En effet, nous avions presque 4 mois d'avance avant que la nuit polaire arrive de nouveau. Notre petit sloop de pêche a bondi en avant comme s'il désirait ardemment se lancer comme nous-mêmes dans l'aventure. 36 heures après, nous étions hors de vue de l'extrême point nord du littoral de terre de France-Joseph. Un courant fort se dirigeant nord-nord-est semblait nous transporter. Loin à droite et à gauche de nous s'étalaient des icebergs, mais notre petit sloop a dû longer d'étroits passages et des couloirs si fins en certains endroits, que si notre embarcation n'avait pas été de forme réduite, nous n'aurions jamais pu nous en sortir. Le 3e jour, nous sommes arrivés à une île. Ses rivages étaient baignés par une mer libre. Là, mon père décida de faire une pause et de partir en exploration pendant un jour. Cette nouvelle terre était privée de bois de construction, mais nous y avons trouvé une grande accumulation de bois rejeté par la mer, sur le rivage du nord. Certains des troncs des arbres avaient 40 pieds de long, près de 12 mètres, et 2 pieds de diamètre, 60 cm. Grilly nous dit dans volume 1, page 100, que Privat Connell et Frédéric ont trouvé un grand arbre conifère sur la plage, juste au-dessus de la limite extrême des hautes eaux. Il faisait presque 30 pouces, 76 cm, de circonférence, environ 30 pieds, 9 mètres, de long et avait apparemment été porté à ce point par un courant il y avait 2 ans.
Une de ces parties avait été découpée pour en faire du bois de chauffage et pour la première fois dans cette vallée, un feu de camp brillait joyeux en donnant le confort à l'homme. Après avoir exploré pendant un jour le littoral de cette île, nous avons levé l'ancre et avons tourné notre proue vers le nord en direction de la mer libre. Un courant fort survint constamment du nord, mais, à l'altitude de plus de 500 pieds, 152 mètres, j'ai vu seulement les bandes étroites de glace, avec les grands espaces d'eau libre, de 10 à 15 milles dans la largeur, entre eux. Cette glace doit, donc, ou aller vers un espace libre au nord, ou se dissoudre. Je me rappelle que ni mon père, ni moi-même n'avions rien mangé pendant presque 30 heures. Peut-être cela était dû à la tension d'excitation de notre voyage étrange dans les plus lointaines eaux du Nord, où d'après mon père, personne ne s'était aventuré auparavant. Notre pouvoir de suggestion avait calmé nos appétits physiques. À la place d'un froid intense comme nous l'aurions prévu, il faisait vraiment plus chaud et bien plus agréable que dans la région d'Hammerfest sur la côte du nord de la Norvège, il y avait environ 6 semaines de cela. Le capitaine Pierry dans son deuxième voyage rapporte une autre circonstance qui peut venir confirmer une conjecture qui a longtemps été soutenue par certains, à savoir qu'il existe une mer libre, sans glace, au ou près du pôle.